Donc certaines assiettes sont de véritables œuvres d'art. C'est très travaillé, y compris au centimètre près. Parfois ils ont des règles et ils mesurent la distance entre les aliments. C'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs. Ça coûte très cher. Voilà. Donc c'est là la grande différence. C'est justement une réflexion de Kant. L'agréable, c'est ce qui plaît au sens. L'agréable est une conséquence de la matérialité de l'objet qui cause un effet sur mes sens. Il y a bien un plaisir de l'agréable, mais c'est un plaisir empirique lié à un enchaînement causal. Vous mangez, c'est bon, c'est presque un réflexe pavlovien. C'est simplement, bon, c'est très goûteux, mais c'est éphémère. Mais parfois, il y a un véritable plaisir désintéressé de regarder ce plat. C'est simplement la beauté de la chose, quoi. Et donc, pour Kant, ce qui caractérise l'œuvre d'art, c'est cette recherche désintéressée de la beauté. La beauté n'est pas utile. Elle n'est pas non plus spécialement agréable, elle ne va pas vous apporter quelque chose. La seule façon de s'y intéresser, c'est d'être curieux et attentif, d'avoir un peu de sensibilité. Et pour Kant, seul l'être humain a ses prédispositions esthétiques. Les animaux n'ont pas ce sens de la beauté. Involontairement, ils sont beaux. Il y a même des parades nuptiales pour, disons, favoriser l'accouplement. Mais seul l'être humain tombe en arrêt devant la beauté et s'y intéresse pour le seul plaisir. Et je dirais que l'artiste, en fait, c'est un médium entre deux mondes, le monde immatériel et le monde matériel. L'art commence quand les données des 5 sens stimulent la perception d'un sens, d'un thème ou d'un message. C'est-à-dire que dans la nature, vous avez des sons qui sont de simples décibels, mais le musicien perçoit un sens caché derrière ces sons. De même, le peintre va comprendre le sens des couleurs, de quoi elles sont messagères. Et finalement, l'art, c'est une mise en scène de ces éléments matériels pour faire passer un sens spirituel, des valeurs. Dans les principes de l'unification, on explique ça par le fait que l'être humain a des prototypes en lui. Le monde extérieur est un reflet de ce que nous avons en nous-mêmes. Et dans un sens, ce monde nous dit quelque chose. Il nous est familier et on a envie de se l'approprier. Eh bien, l'art est une façon de posséder le monde par la beauté, alors que la science est une façon de le posséder par la vérité. Le savant est persuadé qu'il va trouver quelque chose. Il est sûr qu'il va y avoir une réciprocité entre son intellect et les lois du monde. La plupart des gens se disent c'est un chaos, on n'y comprend rien. Le savant dit je vous fiche mon billet que je vais comprendre ce qui se passe. Je vais vous expliquer comment ça marche. De même, l'artiste est persuadé qu'il y a un sens caché. Par exemple, justement, on parlait de l'histoire. Bon, pour beaucoup de gens, l'histoire est tragique. Mais l'artiste revient sur les phénomènes historiques. Il revient, par exemple, sur l'assassinat de John Kennedy. Et il va en faire un grand drame contemporain. Ce ne sera pas une enquête policière. Il ne va pas chercher à savoir qui l'a tué. Il va trouver des acteurs, il va faire revivre une époque, il va nous faire comprendre ça d'un point de vue esthétique. Ce n'est pas la réalité historique, c'est autre chose. L'autre jour, je parlais de ce film, Le discours d'un roi. En fait, le film est une interprétation. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça dans la réalité. C'est une vision d'artiste. Il est parti de faits historiques, d'un roi qui a vraiment existé, mais ce n'est pas un film historique. Ça reste une œuvre d'art. C'est une façon de voir l'histoire d'Angleterre. Les historiens diraient, mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça, il n'est pas mort exactement comme ça, il n'était pas aussi bègue que ça. L'artiste dit, je m'en fiche. C'est ma façon de voir les choses. J'ai le droit de le faire. Alors parfois, vous avez dans certains films historiques des invraisemblances. Par exemple, on voit une rencontre entre des personnages. Les historiens vont dire, ils ne se sont jamais rencontrés en réalité. L'artiste dit, je m'en fiche. Pour moi, ce qui compte, c'est que dans mon œuvre, ils se soient rencontrés. Et il a le droit de le faire. Ça n'est pas du tout interdit. C'est comme le film, comment dire, avec Tom Hanks là. Forrest Gump. Ouais, Forrest Gump. Il rencontre tous les personnages américains. Il a serré la pince de John Kennedy, par exemple. Et je me dis, ah, c'est pas vrai, Tom Hanks, il l'a jamais rencontré. Mais en fait, c'est une façon pour lui d'interpréter l'histoire américaine. Alors,
La beauté, en fait, est liée à l'amour, c'est un peu le thème de cette table. Dans les principes d'unification, on dit que l'amour, c'est une force émotionnelle que le sujet donne à l'objet, et la beauté, une force émotionnelle que l'objet retourne au sujet. De ce point de vue-là, on dirait que la mission de la beauté, c'est de susciter chez un être libre un désir irrésistible d'attache affective avec un objet en vue de former un tout cohérent. Imaginez que les enfants qui naissent, les bébés, n'aient pas de charme. Imaginez un monde où les bébés auraient perdu leur charme. Et bien même avec des parents hyper vertueux, se disant mais de toute façon on va les aimer, c'est nos enfants, ça deviendrait difficile. La beauté est là pour favoriser l'amour. Imaginez qu'il n'y ait plus du tout de mode que les femmes soient simplement vertueuses, parfaites, elles n'aient plus de charme. C'était un peu le projet des sociétés totalitaires. Du temps des Khmers rouges, toutes les femmes étaient en uniforme. Des vrais soldats. On devait effacer tout signe de féminité. Bon, c'était intéressant, le but c'était zéro flirt entre les gens, mais c'était une militarisation générale. La femme ne devait plus du tout évoquer la beauté. Elle devait être un parfait soldat avec un uniforme. C'est un monde de fous. Alors, normalement, justement, la beauté est là pour faire naître les émotions. Un monde sans beauté serait invivable. Alors, il y a un aspect subjectif dans la beauté, c'est que, quelle que soit la valeur d'un être, il ne peut manifester sa beauté qu'en relation avec quelqu'un qui l'apprécie. C'est le désir qui fait que la beauté apparaît. La beauté d'une fleur est déterminée quand le but pour lequel la fleur existe et le désir humain d'apprécier sa valeur se rejoignent. Une personne ressent la plénitude de la joie quand son désir de chercher la beauté est satisfait par la stimulation émotionnelle que la fleur lui donne. La fleur manifeste alors sa beauté originelle. La beauté de la fleur devient absolue quand elle accomplit son but, donner de la joie à son partenaire sujet. Ici, il y a carrément une ascèse. Vous pouvez dire, mais c'est schéma, ça a l'air tellement théorique. En fait, beaucoup d'artistes se mettent dans un état second. Ils pensent que la fleur est digne d'un effort de l'artiste pour donner le meilleur de lui-même. Un artiste va tomber en extase devant un petit objet, une toute petite fleur. Il va se conditionner pour arriver à donner le meilleur de lui-même à une toute petite fleur de rien du tout. Il va y passer des heures et des heures et des heures. Au lieu de faire un petit croquis rapide, il va se concentrer pour extraire toute la beauté qui est dans cette fleur. Et l'artiste va se conditionner pour donner tout son génie à cet être, avec l'idée de faire quelque chose de tout à fait unique qui passera à la postérité. Pas un petit geste créatif comme ça, un petit croquis de rien du tout, mais quelque chose qui est digne d'être apprécié par les générations futures. Imaginez que les fleurs ne trouvent plus de tels artistes. Les gens disent, ah ben non, l'art c'est terminé maintenant. C'était vieux. Avant on faisait de l'art, mais maintenant ça sert à quoi? Pourquoi faire de l'art? Avec les ordinateurs, on branche l'ordinateur, c'est bon quoi. Les fleurs, elles ont qu'à aller se faire numériser. Hein? À quoi ça sert les fleurs des champs? Mais non, mais c'est vrai, sur ordinateur, on va t'en faire des 1000 fois plus belles. Plus d'odeur, voilà. Alors, il y a un art qui est particulièrement intéressant, c'est l'art où c'est le corps humain qui est objet de beauté. Bon, bien sûr, il y a les peintures de nus, c'est un genre très important dans la peinture et la sculpture, mais peut-être l'art qui touche le plus aux émotions conjugales, bon, dont vous avez parlé à cette table, la relation entre la beauté masculine et la beauté féminine, c'est le ballet. Et bon, certains ne sont pas forcément sensibles au ballet, mais il y a des gens qui adorent ces spectacles, parce que c'est peut-être là que la plastique masculine et féminine est le plus travaillée. Vraiment, les artistes de ballet sont souvent des gens très très beaux. Ce sont des athlètes, ils sont musclés, ils font vraiment des figures incroyables, mais en même temps c'est gracieux. C'est pas du patinage artistique, c'est pas du sport. C'est vraiment de l'esthétique. Même si ce sont des champions de gymnastique, ce sont des gens qui ont un très haut degré de sens artistique. Vous ne pouvez pas faire du ballet si vous n'avez pas réellement l'amour de Tchaïkovski ou de ces artistes. En fait, il y a des ballerines qui sont simplement de grandes gymnastes. Elles ne deviennent jamais
grande ballerine. Seuls les véritables artistes qui ont vraiment le sens de la beauté du corps arrivent au sommet. Ce sont des artistes complets. Et ça, c'est très difficile. West Side Story, c'est une forme de ballet moderne. C'est très codifié, c'est une chorégraphie très très élaborée. Et il y a cette scène magnifique où Tony rencontre Maria et commence une belle histoire d'amour. Alors, cela dit, il y a des éléments objectifs dans la beauté. Il n'y a pas que, disons, l'investissement du sujet. En général, on dit que la beauté, c'est surtout une affaire d'harmonie. Et on peut distinguer différents arts. Des arts qui ont le sens de l'harmonie dans le temps, le rythme. Est-ce que vous connaissez par exemple une musique dont le rythme est particulièrement entraînant? Ouais, le boléro de Ravel. C'est un rythme extrêmement lancinant. Certains disent que c'est un rythme érotique d'ailleurs. Mais en fait, c'est un rythme très 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 prenant. Finalement, il répète sans cesse la même chose, de plus en plus amplifié, il y a des variations, mais il a trouvé un rythme extraordinaire. Par exemple, les opéras de Bizet aussi sont très très rythmés, donc le rythme est très important en musique. Dans le roman aussi, un roman doit être rythmé entre des scènes d'action, des scènes psychologiques, il doit y avoir un crescendo, de sorte que c'est vraiment haletant. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous ne pouvez plus vous en sortir. Il y a des romanciers qui ont un sens du rythme diabolique en fait, ils vous tiennent vraiment en haleine, quoi. De même, les grands films sont très très rythmés. Ça ne se voit pas, ça a l'air très spontané. Mais tout ça est très étudié. Alors, dans l'harmonie, dans l'espace, c'est surtout les arts plastiques. Par exemple, dans les tableaux, les lumières et les ombres, les couleurs vives et les couleurs moins vives. Et finalement, il y a des arts qui combinent l'espace et le temps. C'est le propre des arts dramatiques, le théâtre, le ballet, le cinéma. On en arrive finalement à la notion d'art total. Alors ça, c'est une notion très intéressante, Gesamtkunstwerk. C'est une notion allemande au départ. Vous savez que l'Allemagne, c'est une patrie extrêmement créatrice, et Wagner, à la fin du 19e siècle, a conçu des œuvres dites d'art total. Ce sont des œuvres caractérisées par le grandiose, le sublime, et il y a toutes les formes d'art qui sont là pour créer une ambiance extraordinaire. Quel est le point de vue des principes de l'unification là-dessus? Dans le pire des cas, et ça a été dénoncé, l'art total est un peu l'équivalent esthétique des idéologies totalitaires, c'est-à-dire des systèmes qui expliquent tout. Et certaines œuvres de Wagner ont été vues comme précurseurs du nazisme. On sait aussi que dans les pays communistes, ils avaient des chorégraphies énormes avec des centaines de milliers de figurants, une esthétique finalement qui écrase. Mais il y a aussi de très beaux exemples d'œuvres d'art total. Ici, c'est considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de Eisenstein en haut, Ivan le Terrible. C'est un film extraordinairement travaillé. Chaque scène a fait l'objet de multiples mises au point. Et dans ce film en particulier, il y a des ombres projetées. Vous voyez ici, il y a un personnage, il y a son ombre qui est projetée sur le mur. Il y a la musique de Prokofiev tout au long du film. Certaines scènes sont de véritables tableaux. Ici, c'est deux scènes de Barry Lyndon. La scène à gauche, on dirait un tableau de Gainsborough. C'est tellement travaillé, les couleurs. Comment il s'appelle? Kubrick a étudié la peinture anglaise du XVIIIe siècle et il a voulu rendre hommage à Gainsborough dans son film. Donc énormément de scènes qui ont l'air spontanées, en fait, ont été tellement travaillées. Il a mis 3 ans à faire son film. Et ici, c'est une des scènes les plus connues de Barry Lyndon. On dirait quasiment un tableau. C'est du cinéma. Et rien que pour filmer ces bougies, Kubrick avait inventé une caméra spéciale. Il a pris des lentilles Zeiss, la meilleure technologie allemande, et pendant des mois, il a inventé une caméra spéciale avec des filtres pour filmer les bougies. Parce que son film a pour thème l'idéologie des lumières. Et dans son film, il y a une réflexion profonde sur les lumières. Alors, dans ce film, la musique joue un rôle très important, c'est comment on appelle ça?
les prêtres chantaient cette musique-là. La sarabande. C'est